Bonjour à tous, c'est votre corrompu de la Russie préféré. Pourquoi corrompu? Parce que j'aime bien me moquer des personnes qui m'écrivent ça. Parce que forcément, quand on tient un propos qui est un peu différent de la pensée quasi unique vis-à-vis de l'Ukraine et de la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, forcément, on est un corrompu de la Russie, un petit toutou de Poutine. Parce que là, on va parler entre quatre yeux de ce qui se passe en ce moment avec la contre-offensive complètement ratée, il faut le dire, de l'Ukraine sur le front. Par ailleurs, c'est vos impôts qui ont littéralement flambé, hein. Pas dans le sens qui ont eu une augmentation, mais qui ont littéralement pris feu. Bon, par quoi on va commencer? Par Vladimir Poutine, qui, lors de l'arrivée de dirigeants africains qui étaient venus d'abord à Kiev, puis à Moscou, a montré en fait des documents qui seraient, selon ses propres dires, les accords initiaux qui avaient été faits entre l'Ukraine et la Russie en courant mars-avril 2022 en Turquie, avec, sous l'égide de Erdogan, qui en fait montrait bien que l'Ukraine avait l'intention de négocier dès le départ et que c'est la faute des Occidentaux. Ce document, peut-être que c'est celui-là, peut-être que c'en est un autre, mais c'est un fait, même Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, a dit que c'était la faute des Occidentaux parce que l'Ukraine voulait rapidement négocier. Il y avait le statut de neutralité de l'Ukraine, le statut de non-nucléaire de l'Ukraine et ne faisant pas partie de l'OTAN. À vrai dire, le fait que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN n'est pas forcément vrai parce que selon cet accord et selon les accords que même les Russes prévoient vis-à-vis de l'Ukraine, certes, l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN, mais fera partie, comme Taïwan, d'un partenariat bilatéral avec, à minima, les États-Unis. Donc, au final, on arrive au même niveau que l'OTAN, quasiment, sauf qu'il y a les États-Unis. À vrai dire, les États-Unis dominent l'OTAN, c'est un fait. Il y a encore des armées plus ou moins, plus ou moins autonomes, même si, depuis le début de la guerre, on a bien vu qu'il y a eu des statistiques, des analyses qui ont été faites où il n'y a que la Grande-Bretagne en Europe qui pourrait tenir 7 jours. À la vitesse où va l'opération militaire spéciale d'ailleurs, vu que la Russie n'envoie pas 100% de son matériel, eux ne considèrent pas ça comme une guerre. Certains appareils sont envoyés à quasiment 100%, mais ce ne sont pas 100% des soldats qui sont envoyés. Par ailleurs, c'est aussi un des arguments contre la guerre qui est faite en Russie. Je parle des arguments parce que certains Russes aimeraient y aller à 100%. À vrai dire, la majorité des Russes aimeraient qu'on envoie l'artillerie à fond, qu'on règle le problème le plus vite possible et après que tout aille bien. C'est la mentalité des Russes par rapport à ça. Moi, c'est ce que je vois. La majorité aimerait régler le problème. Et par ailleurs, je fais un point par rapport à ça parce qu'il m'est arrivé aujourd'hui que même des personnes qui de base sont pro-occidentaux en Russie, maintenant changent totalement d'avis. Certains se réorientent, par exemple, dans mon cas, forcément, en tant que Français, en tant que francophone, beaucoup de personnes de Russes que je connais sont intéressés à la langue française, ont appris la langue française. Beaucoup, en particulier ceux qui sont allés vivre à minima ou visiter à minima la France, ne veulent pas y aller. Beaucoup préfèrent rester en Russie, surtout avec la russophobie ambiante. Les sanctions contre les Russes, par exemple, qui ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, ça me fait doucement rire. C'est-à-dire que les sanctions qui ont été faites sur les Russes, comme d'ailleurs pour les entreprises, etc., sont totalement à l'inverse de ce qui s'attendait. Au début, les gens pensaient qu'en sanctionnant les Russes, en sanctionnant les entreprises, les oligarques, eh ben, les Russes allaient se révolter, allaient être contre leur gouvernement et faire plier le gouvernement pour négocier au plus vite possible et pour arrêter la guerre, voire changer de régime. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes changent totalement de mentalité. C'est-à-dire que ceux qui ont fui la Russie, ceux qui sont partis de la Russie, avaient déjà l'intention de base de partir. Donc ça fait partir plus vite des personnes, mais ça fait aussi énormément changer la mentalité des Russes par rapport à leur consommation en interne et par rapport à leur mentalité vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de leur propre gouvernement. Et cela, même pour les plus jeunes qui sont assez pro-occidentaux. À vrai dire, quand on est jeune, on a envie de refaire le monde. Et après, quand ces personnes-là, souvent, vont faire un tour en Europe, reviennent, alors forcément un peu changés, et ne veulent pas forcément revenir en France, par exemple. Et ça, je l'ai remarqué de plus en plus. Et le plus débile, ça a été les sanctions sur les oligarques. Parce que la Côte d'Azur, par exemple, bon, ils ont saisi, enfin ils ont bloqué pour l'instant. Bloqué, ils n'ont pas encore volé, parce que la saisie, c'est du vol, hein. Selon la législation par exemple française. Ces saisies-là font que même les Russes, s'ils ne sont plus sanctionnés, les oligarques, même si, on dit oligarques d'ailleurs c'est hommes d'affaires, hein, il n'y a plus d'oligarchie en Russie,
depuis 20 ans quasiment, même s'il y a eu quelques années forcément d'adaptation. Ces personnes-là ne vont plus investir en France, par exemple. Et l'économie européenne provient énormément d'investissements étrangers. Et je ne parle pas, bien évidemment, des autres pays qui ont peur d'être sanctionnés, comme la Russie l'est en ce moment, et qui n'investissent plus ou un minima en Europe. Donc, cela va impacter énormément les économies. Et par ailleurs, ce qui est débile, c'est qu'on a des sanctions en Russie sur l'importation de produits de luxe. Qu'est-ce qui est pénalisé? Ben forcément, les entreprises qui vendent, donc les Louis Vuitton et toute la clique, ou dans l'automobile, sont les plus touchés par ces sanctions. Forcément, les riches russes, ils peuvent acheter ailleurs, ils peuvent importer d'ailleurs. Peut-être que ça va leur coûter un peu plus cher, mais ils ne vont pas aller couper la tête de Poutine pour ça, pour un sac à main. Non, franchement, il faut arrêter d'être con. Et là, en ce moment, ils parlent d'un 11e paquet de sanctions. On arrive à un 11e paquet. Ah, ça y est, en veux-tu, en voilà. Ils sont tellement en galère qu'ils sont en train de regarder ChatGPT pour savoir quelles sont les nouvelles sanctions qu'il y aura par la suite. Donc, ce 11e paquet de sanctions a tout l'air d'être des sanctions contre les contournements de sanctions. Vous voyez, on arrive dans un cercle un peu vicieux parce qu'il y a plein de méthodes et de pays d'entreprises par ailleurs du coup, qui permettent justement le contournement de ces sanctions. C'est des sanctions de boomer, comme on le dit. Certaines, comme Swift, sont des sanctions de boomer, c'est-à-dire que certes, ça impacte en particulier les entreprises qui font du commerce avec l'étranger, c'est celles qui sont les plus impactées. Pour le reste, c'est une facilité de contourner ces sanctions. Super facile. Et c'est même beaucoup mieux. Merci les sanctions. Typiquement, dans mon cas personnel, je dis merci les sanctions. J'ai découvert des méthodes qui sont beaucoup mieux et qui ne permettent pas d'enrichir les banques. Vous imaginez ce niveau de débilité. Vous sanctionnez un pays et en fait on apprend qu'il y a d'autres méthodes. Forcément pour le gouvernement russe ça prendra du temps de s'adapter à cela, en particulier législation et fiscalité par exemple, mais ça arrivera tôt ou tard. C'est-à-dire que Swift tôt ou tard va péricliter face à d'autres variantes comme des variantes russes ou chinoises, ou d'ailleurs peut-être dans le futur il y en aura d'autres, mais voilà. Donc Poutine qui montre ce document qui était au départ un accord entre les Ukrainiens et les Russes pour arrêter la guerre, et c'est sûrement la reconnaissance du Donbass, mais en même temps les Européens se réunissent pour parler de reconstruction de l'Ukraine. Forcément, eux ont aidé à la destruction de l'Ukraine, hein, donc il faudra bien la reconstruire. Et on le voit bien, même d'un point de vue avec qui parle Zelensky, que c'est les anglo-saxons qui vont récupérer quasiment tout. Zelensky avait rencontré le patron de BlackRock. Il l'avait rencontré. On se doute très bien qu'ils n'ont pas parlé de « Oh, qu'est-ce que tu préfères manger au petit-déj » Ils ont parlé que forcément les Américains, en particulier les Britanniques juste derrière, parce qu'en soi les Britanniques aident pas mal, donc c'est un retour sur investissement. Mais l'Ukraine, du fait de la continuité de la guerre qui n'avait pas eu lieu à ce moment-là en Turquie, eh ben, va être totalement rachetée. Pas maintenant, parce que forcément l'Ukraine n'aura plus d'argent pour payer les crédits militaires, économiques, etc. Forcément, ils vont devoir céder, donner en échange des concessions, en particulier agricoles, parce que du côté russe, c'est en particulier là où il y a toute l'industrie. Hein. N'oubliez pas que l'ouest de l'Ukraine est une partie extrêmement pauvre de l'Ukraine, la partie riche et la partie Donbass, et Kharkov qui était la capitale économique, certes qui est encore côté ukrainien, mais qui pourrait éventuellement être récupérée par les Russes. En ce moment, la contre-offensive, forcément vous allez me voir venir, est ratée. Elle est ratée. Je l'ai évoqué, c'était à peu près les premiers jours lors de la dernière vidéo de la contre-offensive complètement loupée. Certains me disaient en commentaire « Ah bah on va en reparler dans quelques mois ». Elle est ratée, du moins le début. Peut-être qu'ils vont changer de stratégie, parce que c'est vrai que leur stratégie d'envoyer des brigades entières se prendre des mines, alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait des mines à ces endroits-là, c'est de la boucherie. Bizarrement sur LCI, on évoque Wagner, oui ils envoient des salves de soldats envoyés en chair à canon. Bah là, ce n'est pas des chairs à canon, c'est des canons qu'on envoie en chair, parce que c'est majoritairement des tanks, etc. En particulier, comme je l'avais montré lors de la dernière vidéo, qui était le tout début de cette contre-offensive, des tanks Léopard 2 par exemple. On se doute très bien que ce ne sont pas, comme l'a raconté Titelman d'ailleurs. Donc forcément, quand on arrive à ce niveau-là d'incrédulité, on arrive à des vidéos extrêmement amusantes comme celle-ci. Ce passage m'a fait extrêmement rire. Ce que vous venez de dire avec beaucoup de précision, si on fait le cadre plus général, Patrick Martin-Genier, est-ce qu'il existe le risque que nous ayons été un peu trompés par de l'autosuggestion positive? Alors les Ukrainiens évoquent une pause stratégique.
Ça veut tout dire. D'ailleurs, en termes de communication, les Russes enfin communiquent. Ça fait depuis 1 an et quelques que les Russes ne communiquent quasiment pas, parce qu'ils savent dans tous les cas que la bataille médiatique, en particulier en Occident, est gagnée par l'Ukraine d'avance. C'est exactement ce qu'ils devaient faire. Montrer que leur contre-offensive tant attendue, ça fait des mois qu'ils sont repoussés, ça fait depuis fin 2022 je crois, qui a été repoussée, et ben en fait est complètement loupée. Il n'y a qu'une seule vidéo venant des Ukrainiens qui est arrivée, que LCI par ailleurs avait montré, d'une bataille de tranchées. N'oublions pas que vis-à-vis des informations que nous avons tous, côté ukrainien ou côté russe, les Ukrainiens ont réussi une fois à passer la première ligne de tranchées russe, une fois. Et les Russes l'ont récupéré dans la journée. Vous voyez bien un petit peu le délire. La contre-offensive est loupée. Même LCI avoue, les Ukrainiens ont récupéré 8 villages pris en 2 semaines de combat. Villages. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé dans l'offensive qui avait été réussie d'un point de vue symbolique. En réalité, c'est à débattre au niveau de Kharkov dans le nord, où les Russes étaient en écrasante infériorité, n'avaient pas vu venir l'offensive ukrainienne, et où les Girnov, par exemple, aiment bien dire « oui, ils ont récupéré tant de pourcentage, tant de kilomètres carrés ». Oui, mais c'est des plaines. Et les Russes étaient en extrême infériorité numérique. Là, les Ukrainiens ont récupéré 100 km². Kiev annonçait avoir repris 100 km² de terrain. Aujourd'hui, Kiev revendique 113 km². 100 km². C'est rien du tout. Mais par ailleurs, on voit même, et ce qui est assez compréhensible, des Ukrainiens, ou du moins des combattants côté ukrainien, saboter eux-mêmes leurs véhicules occidentaux. En particulier parce que les véhicules ukrainiens ont été détruits depuis le début. Parce que, et c'est tout à fait compréhensible, on vous dit derrière « oui, on est à la contre-offensive, on va gagner, on va les écraser ces Russes ». Tu n'es pas parmi les premiers, tu es un simple tankiste. Tu n'es pas parmi les premiers à envoyer, donc tu as les vagues, tu vois partir. Allez les gars, il n'y en a aucun qui revient. Ou tu revois des personnes, comme d'ailleurs il y a une vidéo que je ne vais pas montrer pour cause de... forcément, elle n'est pas très belle à voir, d'un Français, enfin d'un francophone, qui crie « mon bras », ou ils l'ont récupéré lui, peut-être qu'il y en avait d'autres, on ne sait pas, forcément il y a des blessés. Forcément, la première chose que tu penses, c'est « j'ai pas trop envie d'y aller ». Les Russes se défendent bien, et par ailleurs, il y a même des vidéos où ils essayent de récupérer du matériel occidental, où ils se font même détruire à ce moment-là. Les Russes ont une panoplie de vidéos qu'ils montrent, on va dire il y en a tellement que des fois c'est compliqué, où on voit du matériel occidental. Donc Titelman, ce grand génie, a beau nous dire que ce sont des unités de reconnaissance, c'est prendre les gens pour des cons. Même LCI se remet en question. Et les Ukrainiens ne disent rien. Ils ont juste dit une pause stratégique. Ça veut tout dire. La contre-offensive, dans l'état actuel, est complètement loupée. Ils n'ont rien récupéré. Hormis 8 villages. Mais 8 villages, c'est ridicule. Les Russes ont des tranchées extrêmement développées, ont une stratégie qui est efficace en défense. Ils étaient prêts par ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'avançaient plus trop, hormis à Bakhmut. Enfin, c'était Wagner, c'est encore un petit peu particulier. Et même le Wall Street Journal, qui est, il faut dire, un des journaux les plus importants, en termes de reconnaissance journalistique, il faudrait en trouver en France. Si vous en avez, n'hésitez pas. C'est un peu complexe parfois. Il y en a, à vrai dire, les journaux qui ont plus ou moins ces sources-là ne vont pas les dire. Ils attendent de voir, parce qu'il ne faut pas dire non plus trop ce qui se passe. Donc le Wall Street Journal dit que les 2 semaines ont été chaotiques et qu'ils vont se réadapter. C'est sûr qu'envoyer des mecs mourir sur des mines, où ils savent pertinemment qu'il y a des mines, même les véhicules de déminage, les Allemands en ont envoyé 6. On sait que 3 ont été détruits, peut-être plus. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème, que ce qu'on vous dit est mort. Même LCI se remet en question. Par contre, la suite. Vous allez me dire, Thomas, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Est-ce que les Russes vont avancer de l'autre côté, etc. On arrive vers une totale stabilité du front. C'est-à-dire que de chaque côté, des tranchées bien gardées ont été construites, ont été reconstruites du fait de l'avancée des Russes à Bakhmut. Évidemment, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas lire dans les boules de cristal, mais peut-être qu'on arrive vers la fin de la guerre. Est-ce que les Ukrainiens accepteront qu'on prend le front actuel, on trace une ligne, voilà, c'est comme ça, la paix
c'est maintenant. Et voilà. Forcément, les Européens, les Occidentaux ne vont pas reconnaître, on va dire comme beaucoup de pays du monde, pour ne pas se mettre à dos l'Occident, ne vont pas reconnaître ces territoires comme russes, les territoires qui seront du côté russe du front, contrôlés par la Russie. Et est-ce que les Russes voudront accepter que ce territoire-là précis, et pas plus, rejoigne la Russie, sachant que sur les 4 régions rattachées à la Russie récemment, il n'y en a qu'une seule, Lugansk, qui a 100% récupéré. Donetsk, c'est compliqué parce que forcément, les Ukrainiens, ça fait 8 ans qu'ils préparent des défenses à ce niveau-là. Et après, avec l'explosion ukrainienne, je ne me gêne pas pour dire ukrainienne, parce que bon, ils sont totalement fautifs là-dessus. Peut-être que le barrage a cédé à force d'explosion ukrainienne. Enfin bref, les Russes, quels seraient les intérêts des Russes de ça? Certes, ça serait de stabiliser le front, mais les Russes ont envie de récupérer jusqu'à Kherson. Je vous rappelle que c'est un territoire russe pour eux. Donc, il reste encore des territoires à récupérer. Est-ce que les Russes vont accepter cela? Est-ce que les Ukrainiens vont accepter cela? Dans tous les cas, il faut attendre en particulier 2024 s'il n'y a pas d'arrêt de conflit en ce moment. Et l'arrivée d'un républicain à la tête des États-Unis pour sûrement changer totalement. Parce que les États-Unis dominent la politique européenne, comme vous en doutez. Et si les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine, les Occidentaux vont aussi arrêter. Bon, les républicains ne vont pas arrêter à 100%, forcément. Ils vont continuer. Mais ils vont pousser un petit peu Zelensky à la négo. Et en particulier, je l'espère, au contrôle des armes. C'est sûr que Biden, lui, en particulier vis-à-vis de son fils, et surtout qu'aux États-Unis en ce moment, il est accusé, le père Biden, le président, d'avoir reçu des pots de vin vis-à-vis des différentes enquêtes qu'il y avait eu en Ukraine, où par exemple il avait fait limoger un procureur pour éviter d'avoir des accusations de corruption entre son fils, Hunter Biden, et aussi l'entreprise ukrainienne avec qui il avait fait des affaires. Et à vrai dire, tout le complexe militaro-industriel a des intérêts à faire la guerre. Bon, ça, tout le monde est au courant. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Paka paka.